Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de Plancton Curieux. Comme tous les matins, on va se faire une vidéo des choses que j'ai regardées aujourd'hui. Donc on commence par cette map qui est plutôt dans le vert, c'est assez agréable. On parlera d'ETH, on parlera bien évidemment d'Alcoin Season. Je vous propose de regarder pour le moment au niveau du Bitcoin les mouvements, les opérations qui sont faites. Donc en termes de volume en haut, on voit qu'il n'y a plus de grosses zones de volume. C'est-à-dire que en général, on a des zones un peu claires, jaunes ou blanches, qui montrent vraiment les grosses zones. Elles étaient auparavant entre 25 et 26 000, et on voit que c'est plus le cas. Donc globalement, Bitcoin toujours autour de 28 000, 28 000 et demi, et pour le moment, on n'a pas vraiment d'informations. Au niveau des whales, par contre, et globalement des portefeuilles, on voit que le marché dans son ensemble, c'est la ligne bleue, hein, quand vous regardez l'indicateur en bas, est au milieu. Donc on a quand même des achats. Ce qui va nous intéresser particulièrement, c'est la ligne marron, la courbe marron, qui elle est plutôt dans le haut. Donc c'est-à-dire que les whales, les gros portefeuilles, ceux qui sont entre 1 million et 10 millions, achètent du Bitcoin en ce moment. Donc ça, c'est quand même très très intéressant. Parce qu'en général, ils font des moves qui sont pertinents, qu'il est intéressant de regarder. Donc eux sont en train d'acheter. À titre personnel, ce n'est pas ce que je suis en train de faire. On verra bien qui a raison. Donc pour cette émission, je vous propose de parler d'Ethereum parce que on l'a vu, il y a une potentielle altcoin season à venir, il y a potentiellement du coup une phase qui va passer par des liquidités qui iront de Bitcoin à Ethereum, et surtout, on a cette information qu'on a évidemment depuis longtemps maintenant, ça fait plusieurs semaines, la mise à jour Shanghai qui va arriver le 12 avril. Et donc pourquoi je vous dis ça? Parce que c'est pile poil dans une semaine. Et donc on peut se poser des questions. Qu'est-ce que ça va entraîner? Qu'est-ce qui va se passer graphiquement? On a vu cette hausse là qui en fait a lieu depuis janvier, hein, donc comme c'est sur toutes les cryptos. On voit que cette semaine, tout particulièrement, on a une hausse sympathique de plusieurs pourcents. Je crois que c'est autour de 7-8%, c'est ça, sur Ethereum. Moi, ce que je vous propose qu'on regarde avant, c'est qu'est-ce qui s'est passé à la dernière mise à jour. Même si le contexte est différent, c'est quand même bien d'avoir ça en tête. Donc c'était The Merge, donc la très grosse mise à jour de Ethereum qui a eu lieu en septembre. Ici, l'article a été publié le 15 septembre, donc elle a eu lieu un petit peu avant. Et donc The Merge, c'était le passage du consensus de validation d'Ethereum qui était en Proof of Work au Proof of Stake. Donc c'est vraiment un changement mais considérable. Et qu'est-ce qui s'est passé sur Ethereum durant cette période? Eh bien voilà, on a eu cette hausse importante à partir de juillet. Donc on a eu toute la baisse, hein, du bear market de 2022, puis cette hausse à partir de juillet. Donc on était sur les plus bas, hein. Les plus bas d'Ethereum c'est 900. Vous voyez ici 920. On est remonté à 2000, donc il a fait plus qu'un x2 en quelques semaines. Vous voyez, 1, 2, 3, 4, 5, 6 semaines pour faire un x2, donc c'est quand même important sur une capitalisation comme Ethereum. C'est vraiment notable, hein, ça arrive clairement pas tous les jours. Puis, ici, il y a eu une correction en août, j'ai pas la raison exacte, un regain d'intérêt et une énorme baisse dans la semaine qui a contenu du coup la mise à jour Shanghai. Donc qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire que globalement il y a eu un buy the rumor ici. Tout le monde savait qu'il allait avoir la mise à jour en septembre, donc les gens achetaient des tokens Ethereum, achetaient des jetons Ethereum en se disant que ça allait monter, que plus de personnes voudraient en acheter prochainement, et donc ils pourraient le revendre plus cher. Et ils avaient raison, il y a eu une hausse. Et au moment de la mise à jour, plutôt que d'avoir une explosion du prix vers le haut, on a eu une explosion à la baisse. Pourquoi? Parce qu'en fait, les gens qui étaient là ont vendu leurs tokens. Et il n'y avait pas grand monde pour les acheter ici. Il n'y avait pas grand monde en face. C'est le phénomène de buy the rumor, sell the news. Donc on achète avant en fait que l'événement ait lieu et on revend au moment de l'événement ou juste après. Ça, c'est quelque chose de très classique. On peut ajouter à ça que les fonctions en fait d'Ethereum à ce moment-là n'ont pas vraiment changé pour ses utilisateurs. C'est-à-dire que oui, on a changé le système de validation, et c'est incroyable, c'est une transformation qui est dingue, mais en réalité, pour les utilisateurs quotidiens d'Ethereum, ça ne changeait pas grand-chose. Pourquoi ça ne changeait pas grand-chose? Parce que la blockchain n'allait pas spécialement plus vite. Je crois qu'on est passé de 15 transactions à 18 par seconde, donc c'est risible, c'est rien. Ça a quasiment rien changé en termes de vitesse. Et en plus, ça n'a pas changé les coûts. C'est-à-dire que les coûts sur Ethereum sont connus pour être élevés pour ce qui est en fait des activités blockchain. On est sur une des blockchains les plus chères et ça n'a pas changé. C'est toujours le cas. C'est-à-dire quand j'achète un ETH, quand j'achète des NFT, quand je fais des transactions sur ETH, ça me coûte des frais qui sont importants et ça n'a pas du tout été réglé à ce moment-là. Et donc globalement des intérêts
et revendre. Bon, ensuite, ça a remonté, il y a eu FTX, etc. Et donc, depuis janvier, on a la hausse globale des cryptos. Ethereum, qui est bien évidemment dans la hausse aussi, hein, qui a presque fait un x2. En réalité, sur les plus bas, on était à 1100, on est à 1900, donc c'est pas exactement un x2, mais on a quand même eu une très belle hausse de l'ordre de 80%. Ma question, c'est est-ce que vraiment là, on va pump? Parce que oui, les fonctionnalités vont être plus intéressantes. Oui, il y a des gens qui vont pouvoir déstacker, il y aura peut-être de la liquidité qui va du coup affluer. Mais est-ce que on va pas juste avoir un scénario de baisse, tout simplement? Un scénario, comme on vient de le voir ici, de buy the rumor et sell the news. C'est possible. Je pense que même c'est probable. Et donc, attendez-vous à une hausse jusqu'à la semaine prochaine. Ça me semble être évident. On a vu, hein, les gens ne vendaient pas avant la semaine de la mise à jour. Par contre, à partir de lundi, mardi, mercredi, il n'est pas du tout impossible qu'on ait une baisse, et une baisse qui serait pas négligeable, peut-être même un retour sur les 1005, ça ne me surprendrait pas, qui entraînerait du coup globalement une baisse du marché. Bien évidemment, il y a d'autres critères à prendre en compte, il y a bien plein d'autres paramètres, mais c'est un scénario qui me semble pas être déconnant au niveau d'Ethereum. Donc je vous propose ici Ted Macro qui lui a vraiment en fait la position positive, qui lui dit où est-ce qu'on est dans son fameux Pass to All Season, et il nous dit qu'il est en train de se positionner sur les altcoins, et que globalement, il regarde ce qui se passe. Donc lui, il estime qu'on est en phase 2, et que les liquidités vont de Bitcoin vers Ethereum. Moi, je ne suis pas très d'accord pour une raison très simple, c'est que les volumes sur Ethereum n'ont pas tellement augmenté. On met les volumes, et en vue weekly, bah, les volumes, ils sont pas dingues, hein. Franchement, sur les dernières semaines, ils sont même plutôt en baisse par rapport au début du mois de mars, hein. Donc, quand il nous dit on est en phase 2 ici, quand il nous dit on est en phase 2, moi je suis pas sûr. Moi je suis pas sûr. Maintenant, si on a envie de jouer en fait le scénario d'une potentielle phase 2, parce que je peux complètement me tromper. Donc à l'inverse, si vous avez envie de jouer la hausse de ETH, hein, parce qu'il y a des gens qui sont bullish, il y a des gens qui sont moins, vous avez envie de jouer en fait sur un scénario favorable dans lequel en fait les liquidités d'ETH vont se déverser, il y a en fait le scénario des providers de liquidités. Et notamment, on a étudié sur la chaîne Lido et Rocket Pool. Il y en a bien évidemment d'autres. Vous avez trouvé Frax aussi, par exemple, dedans qu'on a étudié. Et donc, ce qu'il nous dit ici, c'est que par exemple, il y a beaucoup de stacking sur Lido, mais qu'en fait, globalement, il y a peu de TH qui sont stackés. Et il est vraisemblable que ça va augmenter. Il nous fait une comparaison ici avec les autres blockchains, par exemple Solana il nous dit 72%, Cosmos 66%, et on voit Polygon et Polkadot plutôt autour de 40-50%. Ok, donc globalement les liquidités sont sur LDO, donc sur Lido DAO, RPL qui est en train de prendre des parts de marché, donc on a ici un graphique, avec aussi certaines plateformes, notamment Coinbase, Kraken, etc., mais c'est centralisé. Et donc il y a cette thématique potentielle à jouer de stacking sur les providers de liquidité, et notamment Lido si ça vous tente. Donc pourquoi pas acheter ces tokens-là en se disant que en fait ça va pump suite en fait à la mise à jour Shanghai, parce que tout simplement il va y avoir des liquidités à investir, il va y avoir du stacking à mettre en place, et donc il nous fait un petit comparatif de 5 projets rapidement sur l'utilité du token. Donc il dit pour Lido c'est essentiellement de la gouvernance, pour RPL c'est utilisé comme collatéral, et moi je trouve que c'était assez pertinent, donc moi j'aimais bien, for penalties il dit. Et donc voilà, si par exemple vous n'êtes pas d'accord avec les propos que je tiens, avec le fait que TH va sûrement baisser, etc., ou si vous estimez que le stacking va être de plus en plus intéressant, il y a quand même cette thématique à jouer des fournisseurs de liquidités sur ETH avec des potentiels de hausse qui sont effectivement pas négligeables. Nous, on surveille RPL, vous le savez certainement. Donc j'en profite maintenant pour continuer avec tout à fait autre chose qui sont les unlocks, et on voit que pour aujourd'hui on n'a pas de gros unlocks, donc écoutez, on enchaîne, hein, on va aller un peu plus vite pour que la vidéo dure pas trop longtemps. Au niveau des levées de fonds, on voit que le 4 avril il y en a eu beaucoup, hein. Il y en a eu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 levées de fonds de plus étudiées, surtout qu'en fait ce sont des petites levées de fonds dans l'ensemble. Ici la plus grosse 10 millions c'est Bitget, on en a déjà parlé la semaine dernière, ils avaient déjà fait une levée de fonds, on ne va pas revenir dessus. Je vous propose de parler ici rapidement de Nibiru. Donc Nibiru Chain en fait parce que c'est un DeFi hub, et en fait ce qui m'intéresse ici c'est qu'ils ont une valorisation à 100 millions, donc ça veut dire qu'ils sont quand même un peu plus gros que ça. Donc ils proposent, donc c'est en proof of stake, une blockchain qui va être open source, une plateforme en fait, donc ils veulent member, family, ok, interconnecté surtout, avec notamment l'écosystème Cosmos, donc ça c'est très très bien. Et ils vont proposer en fait des outils de trading avec du levier, des produits dérivés, du trading spot, du stacking, des bundled liquidity,
ce genre de choses. Donc voilà, c'est essentiellement pour les traders, pour les personnes qui sont très dans la DeFi, ok. Et le deuxième projet que je voulais étudier, c'était Oslet, tout simplement parce qu'en fait, il propose une solution, ou en tout cas, il propose en fait de travailler dans ce qui est identité digitale, et je pense qu'il y a effectivement des choses intéressantes à faire ici, donc pourquoi pas. Voilà, je vous montre juste rapidement leur site, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à creuser. Je ne crois pas qu'ils aient de tokens, et surtout, ils n'ont pas encore levé beaucoup, ils ont levé 4 millions, donc c'est tout gentillet. Donc ce qui va nous intéresser, dernier point dont j'ai envie de parler, c'est la hausse du pétrole. Pourquoi? Tout simplement parce que ça va avoir un impact sur les marchés en général, sur l'économie en général, et donc à terme sur les indices et les projets, les produits crypto. Donc globalement, ici on nous dit l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis, le Koweït, l'Irak, l'Algérie vont réduire leur production de pétrole. Donc ça c'était dimanche dernier. Donc voilà, ils vont produire sensiblement moins de barils de pétrole par jour. Donc c'est une tendance, hein. On voit que Moscou aussi, donc la Russie, va un peu réduire sa production, enfin continue en fait la réduction de production. Donc globalement, on va réduire l'offre. Pourquoi? Tout simplement parce qu'en fait, le cours du pétrole est en train de baisser. Donc là, je pense que vous ne voyez pas très bien, malheureusement, je ne peux pas trop zoomer. Mais vous voyez, on a atteint une maximale ici en avril 2022, donc il y a presque un an. Et depuis, on fait que baisser au niveau du cours du baril. Donc on était à 140 et on est descendu à presque 70. Donc le cours du baril de pétrole a presque été divisé par 2. C'est important. Ils veulent en général un prix du baril autour de 100 $, au moins entre 80 et 100. Donc vous voyez que là, on y est remonté, hein, suite aux nouvelles de ce début de semaine. Mais la dernière fois où on a eu ce genre de configuration, c'était ici. Et ici, c'est quoi? C'est crise de 2008. Et donc, bien évidemment, on va avoir un certain nombre de comparaisons. Et je vous en propose une qui est intéressante ici, qui nous est faite par Nicolas Chiron. Alors lui, il est trader, donc je vais m'intéresser que à la partie macro. Hein, le reste va pas trop m'intéresser moi. Mais il fait une comparaison. Donc c'est intéressant. Enfin, c'est un de ses collaborateurs qui l'a faite, mais c'est toujours bon à lire. Donc on va passer sur l'historique du pétrole. Hein, c'est pas ce qui nous intéresse ici. Globalement, en fait, ce qu'on veut savoir, c'est est-ce qu'il y a une correspondance en fait entre ce qui s'est passé en 2008 et ce qui se passe maintenant. Donc lui, il titre un pétrole à 100 $ en 2023, je pense que c'est tout à fait vraisemblable. Hein. Il nous fait ici une comparaison assez intéressante, on va zoomer un tout petit peu pour que ce soit un peu plus lisible. Donc en bleu, en fait, vous avez 2021 à 2024, et en jaune, vous avez 2007 à 2010. Donc effectivement, déjà, ce qu'on peut voir tout de suite graphiquement, c'est que le cours du pétrole ressemble beaucoup. Il y a une corrélation assez évidente entre le cours du pétrole en 2007, 2008, 2009, 2010, donc le moment de la crise, et actuellement 2021 into 2024. Donc il s'est passé un certain nombre de choses comparables, notamment des hausses de taux, notamment des soucis au niveau des banques, des rachats de banques, hein, on peut le voir par ici justement. Donc il y a Lehman Brothers bien évidemment, hein, qui a été laissé en banqueroute, mais il n'y a pas que ça, par exemple JP Morgan qui a acquis Bearstreams. Bref, on peut voir ce genre de choses, ce genre d'événements qui correspondent, hein, mais pas que. Et donc, ce qui est intéressant, c'est qu'après avoir compris tout ça et dire que, bah oui, dis donc, il y a peut-être des liens, lui, il dit, est-ce pertinent de comparer, en fait, le marché du pétrole en 2008 et celui de maintenant? Il dit non. Il dit non. Alors, chacun se faire son avis, hein, mais il dit non. Il dit, bien que ce soit pertinent, en fait, de s'inquiéter, il est important de rester rationnel et de prendre en compte les facteurs évoqués. Et il nous dit, contrairement au consensus, lui, il entrevoit plutôt une tendance haussière. Alors, je suis assez d'accord. Donc, il faut savoir qu'il a rédigé ça avant, du coup, l'information de la hausse que je vous ai montré ici. Il a rédigé ça il y a une semaine, il l'a posté que là, mais il a rédigé il y a une semaine, et donc on ne savait pas encore qu'il allait y avoir des, du coup, réductions au niveau de la production. Et il nous dit, c'est ça qui est intéressant, en fait, qu'il y a 4 catalyseurs, selon lui. Déjà, la demande chinoise. Il nous dit, la demande de pétrole en 2023, elle va être portée par la Chine, qui est le deuxième plus gros consommateur au monde, parce qu'ils ont abandonné la politique zéro Covid, et que globalement, ils veulent en acheter pour leur reprise économique. Ils ont réouvert leurs frontières, ou en tout cas c'est en cours. Il y a un regain du trafic aérien, et tout ça, ça demande du pétrole. Donc il y a une demande de la Chine, et on le sait, quand la Chine demande, elle demande beaucoup. Donc selon l'Agence internationale de l'énergie, la production mondiale de pétrole devrait être supérieure à la demande au cours du premier semestre. Donc là, dans les 2-3 prochains mois, et donc il nous montre ce graphique-là. Actuellement, on est ici, du coup, on est à... non, excusez-moi, on est ici, à Q1 2023. Donc on voit qu'effectivement, la demande en rose est toujours en dessous de l'offre qui est en jaune, ici. C'est l'économie tout simple, quand la demande est inférieure à l'offre, le prix baisse. C'est pas plus compliqué que ça. Et eux, ils voient, du coup, un changement
au courant du Q2. Donc là, en fait, dans les prochaines semaines, prochains mois. Et donc ça, évidemment, ça concorde avec l'information qu'on vient de voir. Au niveau des stocks de pétrole américains, c'est une deuxième news qui est très très importante, enfin une information plutôt, c'est que les réserves en fait de pétrole américain, on voit qu'ils ont beaucoup baissé, notamment autour des 2-3 dernières années, depuis en fait le Covid, et que globalement, leurs stocks sont bas en fait. Ils sont aussi bas que milieu des années 80, donc effectivement il y a quasiment 40 ans, et ils n'avaient pas été aussi bas depuis. Donc c'est quand même notable, ils veulent en racheter. Biden apparemment a dit qu'il voulait en re-racheter si le prix revient à 70 $. Donc ce n'est pas le cas, et on pourrait avoir l'impression que ça ne va pas être le cas tout de suite. Donc s'ils en rachètent un petit peu en dernier recours, ce sera une information intéressante aussi, et à prendre en compte qui ne sera pas du tout négligeable. Enfin, on nous dit l'OPEP souhaite faire monter les prix du baril de pétrole. Ils réduisent en fait leur production de barils de pétrole, donc ils ont annoncé une réduction de 2,5 millions de barils par jour. C'est pas non plus si énorme que ça, dans le sens où ils en produisent, alors selon l'information que je vois ici, je ne sais pas de quand elle date, mais ça donne un ordre d'idée, autour de 100 millions, 95 millions ici, par jour. Donc en gros, on a réduit de 3% l'offre. Donc c'est pas non plus si fou, mais c'est pas négligeable parce que c'est quand même 3% par jour. Donc voilà, ça a fait pump le prix du baril de 5%, c'est ce qu'on voit ici. Très bien, et évidemment que c'est dans leur intérêt parce que leurs économies dépendent en fait du cours de baril de pétrole. Donc ils jouent en fait sur la production tout simplement pour conserver un prix qui les intéresse. Après, il nous fait une analyse technique qui, moi, personnellement, ne m'intéresse pas, donc on n'ira pas plus loin, juste garder en tête les choses qu'on a vues parce que ça aura un impact. Et je finis du coup sur ce graphique-là, en fait, qui est proposé par Ecoinometrics, qui lui aussi s'intéresse du coup au prix du pétrole, même s'il est plutôt orienté crypto. Il nous dit, en fait, on était dans une situation déjà de tight supply, c'est-à-dire en fait d'une offre qui n'était pas si importante que ça, et on vient de la réduire. Donc, très potentiellement, effectivement, le cours du pétrole va monter et ce serait pas du tout délirant, à mon avis, là c'est moi qui interprète, de le voir autour des 100 $ d'ici la fin de l'année, ce qui aura bien sûr un impact sur les indices, sur l'économie dans son ensemble et donc sur nos cryptos. On verra tout ça ensemble, bien évidemment. En attendant, je vous souhaite une très bonne journée, merci de m'avoir écouté et à la prochaine.